Bonjour à toutes celles et ceux qui sont déjà présents à notre deuxième webinaire de l'année qui s'intitule 10 000 pas ou pas, qui sera réalisé sous forme de controverse comme je l'avais proposé dans l'annonce. Et les deux protagonistes de cette présentation sont Grégory Rechler et Guillaume Prieur. Alors, ils sont tous les deux docteurs en kinésithérapie. Grégory Rechler travaille aux cliniques universitaires Saint-Luc dans un service de pneumologie et Guillaume Prieur travaille au groupe hospitalier du Havre et travaille à la fois en pneumologie et aux soins intensifs. Maintenant, je laisse la parole à Grégory Rechler. Bonjour à tous. Merci William pour la présentation et pour l'invitation. Bonjour à Guillaume et bonne chance, puisque ici on va faire un pour ou contre. Alors j'ai le bon rôle puisque moi je vais faire le pour, et donc je vais vous convaincre que ces 10 000 pas, c'est quelque chose de pertinent. Et vous voyez d'ailleurs sur cette première diapositive ma montre qui montre que j'ai déjà fait 10 000 pas aujourd'hui, et donc Guillaume ne pourra pas me le reprocher. Donc il sera certainement de mauvaise foi et il va vous raconter toute une série de balivernes sur la problématique. Moi, je vais vous montrer qu'il n'y a pas tellement de discussion et qu'en fait, cette notion de 10 000 pas, elle a vraiment tout son sens. Alors, si on commence peut-être par introduire un petit peu la problématique des pas, dans quel contexte ça vient se mettre? Ça vient se mettre dans un contexte plus global de l'activité physique au sens large, qui, comme tout le monde le sait, est devenu vraiment quelque chose de fondamental, avec une définition. Alors ici, j'ai repris la définition de 2020, mais elle a même encore évolué récemment, mais elle reste identique, mais la mise à jour a été faite sans que pour autant elle change. Et donc, l'activité physique, c'est un mouvement qui est lié au muscle et qui produit une dépense énergétique, raison pour laquelle l'unité de mesure est le MET, donc le coût métabolique, le coût énergétique de l'activité en question, qu'on compare toujours par rapport à l'activité de repos. Donc ça, c'est un petit peu pour introduire. Alors quand même une notion importante en lien avec cette activité physique, de supprimer un S, je suis désolé, à physique, c'est de se dire où se situe finalement cette problématique du nombre de pas. Alors quand on parle d'activité physique, premier élément qu'on doit prendre en considération et qui ne va pas tellement nous intéresser aujourd'hui, c'est le mode. Le mode, c'est-à-dire le type d'activité dont on parle. Alors ça peut être le type d'activité, on va dire, entre guillemets, ludique, donc du vélo, de la marche, de la course ou toute autre activité de ce genre-là. Donc il faut la décrire. Ça peut être de faire la dissociation entre une activité plutôt aérobie ou anaérobie. On ne va pas entrer dans les détails ici dans cet exposé. Ça peut être d'écrire plutôt des exercices de résistance, des exercices de force. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le mode. Et puis, ce qui va plutôt nous intéresser aujourd'hui, c'est peut-être pas la fréquence, qui est le nombre de séances qui sont effectuées par semaine, par mois, en fonction de la période dont on parle. Il y a la durée de l'activité en question, et puis il y a, et c'est ça le sujet d'aujourd'hui, il y a l'intensité qui reflète en fait la dépense énergétique de l'activité en fonction de l'activité choisie. Et dans cette dépense énergétique, dans les outils de mesure de cette dépense énergétique, qui sont plus ou moins précis, eh bien, il y a des mesures plus mécaniques et surtout la mesure du nombre de pas. Et ça, c'est important puisque c'est un des éléments de ce qu'on appelle le volume de l'activité physique. Alors ça, par rapport à ça, Guillaume sera certainement tout à fait d'accord. Il sera aussi d'accord par rapport aux recommandations. Je vous ai mis un petit QR code qui vous renverra directement sur les recommandations actuelles de l'OMS en termes d'activité physique. 150 à 300 minutes d'activité physique modérée par semaine ou 75 à 150 minutes d'activité intense, soutenue, auquel il faut ajouter 2 séances par semaine minimum de renforcement musculaire des groupes principaux et limiter au maximum la sédentarité. Donc ça, c'est pour introduire le sujet. Et puis maintenant, la question du jour, c'est 10 000 pas pour ou contre. Donc je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de doute. Tout le monde sait que les 10 000 pas, c'est vraiment le bon outil et la bonne référence. Alors quand même, pourquoi est-ce que c'est la bonne référence, 10 000 pas par jour? D'abord parce que c'est quelque chose de relativement simple.
probablement qu'on l'a déjà tous entendu, donc c'est quelque chose qui sonne bien à l'oreille et qui va facilement passer dans la population générale, puisque le but, évidemment, c'est pas que d'un point de vue thérapeutique, c'est vraiment une notion un peu plus sociétale. Alors, ça vient évidemment au départ d'une sorte de malentendu, puisque à l'époque des Jeux Olympiques de Tokyo en 64, eh bien, il y avait un podomètre que vous voyez ici sur la diapositive, et je vous ai entouré le nom du podomètre avec les 3 petites cases de couleur bleu, rouge, vert. Je suis pas capable de lire évidemment en japonais, mais la traduction c'était le Mampokei, c'était le nom de ce podomètre, et la traduction, on va dire en français ou en tout cas littérale, c'est le compteur de 10 000 pas. Et donc c'est parti de là, et donc sans doute que Guillaume va vous dire que c'est un truc un peu farfelu qui est purement commercial. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des choses très concrètes en plus de ces choses relativement simplistes. Pour montrer que c'est très concret, on connaît évidemment les recommandations de l'OMS, on reconnaît des publicités, en voilà une assez classique où on conseille à la population générale de faire un niveau d'activité physique, une durée d'activité physique. Et on parle souvent en termes de nombre de séances par semaine. Donc ici, dans cet exemple-ci, 5 jours par semaine, 30 minutes. Évidemment, ce n'est pas 10 000 pas, donc ça, c'est un argument peut-être qui peut être utilisé contre moi, mais vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas tout à fait idiot de dire 5 fois par semaine, 30 minutes. Et ça a vraiment du sens, puisqu'on sait que beaucoup de personnes ne vont pas atteindre ces 30 minutes d'activité physique. On voit ici une étude assez récente qui a comparé les données de 2006 à des données de 2015 chez les hommes et chez les femmes. Donc la couleur verte pour les hommes, la couleur bordeaux-rose pour les femmes, par tranche d'âge. Et vous avez sur l'axe vertical le pourcentage de personnes qui n'atteignent pas cette durée de 30 minutes d'activité physique par jour. Donc on voit que les hommes sont un petit peu meilleurs que les femmes. En vert, on a près 70% des hommes, grosso modo, quelle que soit la tranche d'âge, qui vont atteindre cette durée de 30 minutes. Les femmes sont un petit peu moins actives. En tout cas, la proportion de femmes montre que globalement, elles sont un petit peu moins actives. Et ce, de nouveau, quelle que soit la tranche d'âge. Et ce qui est surtout un peu embêtant, c'est que globalement, en 2015, on voit qu'elles sont moins actives qu'en 2006. On peut parler de la même problématique en termes de nombre de pas, et je viens de vous montrer que l'activité physique n'était pas suffisante chez les Français. Rassurez-vous, chez les Belges, ça doit être exactement la même chose ou peut-être pire. Mais donc, on peut faire ça de manière plus globale, mais j'ai pris des exemples français puisque cette présentation était faite initialement dans un contexte de congrès français. Mais on voit que les Français, ils n'atteignent pas les 10 000 pas par jour, 7 800 pas par jour en moyenne, et donc on n'est pas tout à fait au niveau de ce qui est a priori recommandé. Donc ça, c'est un fait. La durée de l'activité physique ou le nombre de pas ne sont pas suffisants. Bref, on n'est pas assez actif dans la population générale. Ces 10 000 pas, ça repose, je viens de vous montrer, sur quand même des données concrètes qu'on utilise, mais c'est aussi, ça peut se répercuter en termes de bénéfices. Et je vais vous montrer quelques exemples issus de la littérature. Alors, des bénéfices relativement généraux, je vous sors simplement chaque fois les résumés ici de quelques études dans des situations cliniques différentes. Le diabète, on avait donné la consigne de 10 000 pas à une population, c'est déjà relativement ancien, 95. Conclusion, après 6 à 8 semaines, plus de 7 kilos de perdus, simplement en marchant 10 000 pas, comparé à 3,6 kilos de perdus pour un régime isolé. Donc, marcher 10 000 pas, ça double quasiment la perte de poids corporel. Donc, c'est quand même la preuve que ça fonctionne très bien. Même chose chez les femmes hypertendues, diminution de la tension et du poids corporel après un programme de 24 semaines de 10 000 pas, article un tout petit peu plus récent.
mais pas d'hier non plus. Donc, c'est pas du tout nouveau, hein, cette notion de 10 000 pas et le bénéfice connu. Et même chose de manière générale, cette fois-ci sans faire attention au genre, dans le cadre de l'hypertension, avec une diminution de la tension artérielle après 12 semaines pour des personnes qui marchent. Alors ici, 13 000 pas, mais forcément, s'ils en ont fait 13 000, ils en ont fait évidemment 10 000 aussi. Alors, d'autres données, et je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de 30 minutes, et que finalement, on pourrait se dire, bah alors pourquoi parler de 10 000 pas? En fait, si on regarde cette étude-ci, où ils ont mesuré le nombre de pas, et on va prendre uniquement la condition 1, qui était le comptage des pas de toute la journée, sauf quand on était dans un contexte mouillé, hein, je vais dire, la douche ou aller nager. Et donc, on comptait le nombre de pas et l'activité physique, on enregistrait le niveau d'activité physique de manière un peu plus rigoureuse qu'avec un simple podomètre. Eh bien, ce qu'on voit sur la diapositive ici, j'espère que vous voyez ma souris, normalement oui, j'ai entouré, on voit que les patients, les sujets dans la condition 1 font 25 minutes d'activité physique modérée par jour. Et comme on a mesuré le nombre de pas en même temps, on voit que, comme par hasard, ça fait justement aussi à peu près 10 000 pas, un peu plus, 11 000. Et donc, en fait, la demi-heure d'activité physique modérée ou 10 000 pas, c'est sensiblement la même chose. Et donc, en fait, parler de l'un ou de l'autre, c'est globalement équivalent. Et donc, c'est un peu le même point de repère, mais donc autant utiliser 10 000 pas plutôt qu'une demi-heure. Alors, ces 10 000 pas, ça repose, je vous ai déjà montré, sur quelques bénéfices mesurés. Ça repose aussi sur des chiffres qui sont assez rationnels, puisque dans cette étude-ci, qui date d'il y a 2-3 ans, ils ont mesuré la répercussion du nombre de pas sur la mortalité. Donc, sur l'axe horizontal, vous avez le nombre de pas. Sur l'axe vertical, vous avez l'impact sur la mortalité, enfin le taux de mortalité, et on voit que plus on marche, donc plus le nombre de pas augmente, plus la mortalité diminue, et ce qui confirme que le 10 000 pas, c'est vraiment le bon point de repère, on voit qu'après 10 000 pas, si on augmente, alors c'est très bien, on aura fait plus, mais on n'aura pas eu un impact très important sur la mortalité. Donc, c'est un bon point de repère. On sait que à partir de 10 000 pas, si on fait plus, on n'a pas beaucoup d'impact, mais si on fait moins, on perd clairement en termes de mortalité. Alors ça, c'est très global. Si on regarde maintenant de manière un peu plus détaillée, que ce soit en fonction du genre, que ce soit en fonction de l'âge, en faisant une distinction pour les plus de 65 ans, 50, 64 et moins de 50 ans, ou en fonction de l'ethnicité, eh bien, on voit que dans les 3 cas, on a toujours globalement le même type d'impact, c'est-à-dire qu'au-delà de 10 000 pas, ça change plus grand-chose. Guillaume va sans doute argumenter en disant qu'il y a quand même quelques petites différences. Hein. Si on prend ici en fonction de l'ethnicité, pour les non-hispaniques noirs, on a clairement plus de différence après 10 000 pas. Peut-être qu'on peut dire que pour les autres courbes, on a encore un petit déclin, mais ça devient négligeable et donc on peut se fixer à 10 000 pas. Vous imaginez bien qu'on ne va pas dire 10 743 pas comme limite, ça n'aurait aucun sens. En termes de différences liées aux maladies, eh bien, toujours par rapport à la mortalité, c'est un peu la même chose. À gauche, les maladies cardiovasculaires, à droite, les patients qui ont un cancer. De nouveau, courbe de mortalité en fonction du nombre de pas. Là, très clairement, en tout cas pour les maladies cardiovasculaires, au-delà de 10 000 pas, ça ne change plus rien en termes de bénéfices sur la mortalité. Le cancer, il y a une petite différence, mais je vous défie de mesurer cette différence, c'est très négligeable. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête que si on fait un peu plus, c'est encore mieux. Mais en tout cas, si on fait moins, c'est clairement moins bénéfique en termes de mortalité. Alors ça, c'était des courbes. On peut regarder aussi au niveau des chiffres, toujours issus de ces mêmes travaux, mais ici, cette fois-ci, de manière chiffrée. Donc, 10 000 pas, c'est la valeur centrale de ces 8 000, 12 000. Donc, on est bien à 10 000 pas. On a de nouveau ici les causes, le bénéfice en termes de mortalité, toutes causes confondues, pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer. Et si on regarde ici pour les patients qui se situent dans la zone, donc 10 000 pas, eh bien on voit que toutes causes confondues, la mortalité
pour le groupe qui est juste en dessous est de 22%, non pas pour 1000, pardon, évidemment. Et puis, ça diminue par 3 une fois qu'on passe à 10 000 pas. Si on est au-delà, ça diminue encore un tout petit peu, mais enfin, c'est plus le même genre de différence. Et c'est vrai pour les maladies cardiovasculaires et pour le cancer. Donc, 10 000 pas, c'est vraiment une zone très charnière. Dernier exemple pour confirmer ça et montrer que d'autres études montrent la même chose et dire que je suis tout à fait honnête. Voilà une autre étude, c'est pas la même que les précédentes, et on obtient la même chose, 10 000 pas, quasiment plus de différence de bénéfices en termes d'impact si on marche plus. Par contre, si on marche moins, on perd vraiment en termes de bénéfices, et de nouveau, quel que soit l'âge. Et j'en ai encore une pour vous convaincre, cette fois-ci, donc à gauche en termes d'impact sur la mortalité, à droite sur le risque de maladie cardiovasculaire. 10 000 pas, c'est de nouveau, alors un peu plus pour la gauche avec la mortalité, mais c'est vraiment le point d'inflexion de la courbe qui justifie complètement cet usage-là. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions, hein, comme pour tout, et sûrement que Guillaume va essayer d'utiliser ces exceptions. Bon, je ne pense pas qu'il aura beaucoup d'arguments pour vous convaincre, mais quand même, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Il va sûrement dire que si on fait plus, ça peut être délétère, et c'est vrai, notamment dans des maladies rhumatismales. Hein, on montre qu'au-delà, quand on fait plus que 10 000 pas par jour, finalement, on est plutôt délétère. Et ça peut s'expliquer. Alors, c'est pas tellement lié à la santé, c'est lié à l'impact lié à cette maladie spécifiquement. Alors, cette maladie et sans doute d'autres, mais c'est sûr que par moment, il n'est pas souhaitable de faire trop de sollicitations mécaniques. Mais par contre, en termes de mortalité, de santé, globalement, ça reste vraiment quelque chose qui est tout à fait acceptable. En conclusion, je vous ai montré que le step le cut-off de 10 000 pas, c'est vraiment un cut-off assez clair, quelle que soit la maladie, qui permet de vraiment avoir un impact sur la mortalité. Il faut être honnête et dire qu'en dessous, on a aussi un impact. Donc, globalement, il faut surtout retenir que plus on marche, mieux c'est. Mais 10 000 pas, c'est vraiment un bon objectif pour le tout un chacun, et certainement pour les patients, puisqu'on va avoir un impact tant en termes de mortalité que en lien avec certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Je vais quand même laisser la parole à Guillaume. Je ne sais pas s'il a encore grand-chose à dire après ça, mais bon, je le connais, il y aura certainement plein de choses à dire. Il va essayer de vous embrumer. Ne vous laissez pas embrumer et n'oubliez pas l'intérêt des 10 000 pas. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité du coup pour faire ce débat sur les 10 000 pages. Pour commencer du coup ma plaidoirie justement pour vous défendre le contre les 10 000 pas, je vais faire ce que fait tous les bons avocats, c'est-à-dire discréditer la partie adverse. Et donc, voici le podomètre de Grégory, donc le vrai podomètre, celui qui m'a envoyé une capture d'écran après avoir fait la première fois cette session. Donc, vous voyez, en moyenne, il était à 3 900 pas par jour. Donc, c'est facile de dire qu'il faut faire 10 000 pas, mais quand on ne les fait déjà pas, là, il y a un problème. Alors, pour petite information, Grégory, moi, je te sors mon vrai podomètre d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je suis à 13 000 pas, moi, aujourd'hui. Donc, Grégory vous a menti, je sais, ça fait un choc, il faut avoir l'habitude, c'est souvent le cas. Il faut prendre qu'une petite partie de ce qu'il dit et puis il faut écouter les arguments adverses, toujours. Et donc, on va regarder d'autres arguments sur les 10 000 pas. Donc là, on est sur une grosse étude qui a été publiée dans la revue Nature. Donc, il y avait 717 000 personnes incluses dans cette étude. Ça faisait 68 millions de jours analysés. Et en fait, cette étude s'est intéressée aux données de téléphone portable. Donc, les gens ne savaient pas forcément qu'ils participaient à une étude. C'est toutes leurs données, en fait, de leur application de podomètre. C'était sur un serveur. Et donc, il y a quelqu'un qui a consulté ce serveur-là et qui a regardé, en gros, combien font de pas par jour les gens dans le monde.
Et vous voyez, ici, finalement, quand on sait qu'on participe pas à une étude, on a tendance finalement à faire quand même moins de pas, puisque là, la moyenne française n'est pas de 7 889 pas, mais de 5 141. Alors, si on regarde, d'ailleurs, vous pouvez remarquer que ça se rapproche finalement de ce que fait Grégory, hein. En Chine, la moyenne de pas était de 6 189, et là où c'est alarmant, c'est aux États-Unis, où ils marchent clairement beaucoup moins que les autres pays du monde. Si on regarde une autre étude américaine, donc vous voyez, vous allez voir que finalement, en fonction des cohortes de patients, on a des résultats qui sont complètement différents. Je vous rappelle, Grégory, il avait 7 889 pas. Tout à l'heure, là en France, on avait 5 000 et quelques de pas. Et là, une autre étude américaine montre qu'en moyenne, ils font 9 124 pas. Alors ici, c'était pas des données de téléphone portable. Ici, ils avaient une petite montre au poignet. Donc peut-être que la mesure, déjà, c'est un biais dans les études. En fonction de comment on mesure le nombre de pas, on n'a peut-être pas le même nombre de pas. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose qui peut expliquer la différence entre les résultats, c'est est-ce que les participants savent qu'ils participent à une étude? Parce que quand ils participent à une étude, ils savent qu'ils sont enregistrés sur une semaine. Donc ça peut les inciter à marcher beaucoup plus, mais du coup, forcément, ça va avoir un impact sur les résultats. On va donner des discours qui vont être un peu faussés. Donc ça c'est possible. Euh, Est-ce que la méthode de mesure change? Par exemple, si vous avez un téléphone portable ou un bracelet, est-ce qu'on va avoir le même nombre de pas? Sachant que le téléphone, on l'a pas toujours sur soi. Donc la question, c'est est-ce que la mesure du nombre de pas est-elle vraiment le miroir de l'activité physique? Est-ce que finalement, même si on fait pas beaucoup de pas, ça veut dire qu'on n'est pas actif? En fait, on peut très bien faire du vélo et pas avoir son téléphone sur soi. On peut très bien laisser son téléphone dans la cuisine, marcher partout, faire toutes ces activités de la vie de tous les jours, mais sans avoir son téléphone sur soi. Donc en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que finalement, le nombre de pas mesurés dans les études et l'impact que ça a sur la mortalité, on ne sait pas vraiment si c'est le nombre de pas que les gens font vraiment tous les jours. Alors voilà, je vous ai dit déjà, ça dépend de comment on mesure le nombre de pas. Est-ce que c'est par une montre, un podomètre, un téléphone? Alors, si on s'intéresse déjà juste au podomètre, vous voyez qu'en fonction des différentes marques, donc là, il y avait plusieurs podomètres, il y en avait plus d'une dizaine, je crois qu'il y en avait 12 ou bon, je ne sais plus exactement, mais vous voyez, sur le nombre de podomètres qui a été utilisé dans cette étude, regardez la marge d'erreur en fonction des marques. Donc, c'est une marque différente pour chaque histogramme. Vous voyez que cette marque-là, ici, vous avez quasiment 30% de marge d'erreur où ça sous-estime le nombre de pas. Si on prend la dernière marque, vous avez plus de 40% de marge d'erreur qui surestime le nombre de pas. Donc 40%, ça fait beaucoup sur 10 000. Maintenant, si on s'intéresse à des technologies un petit peu plus modernes, bon, elle commence à dater un peu cette étude, mais là, ils sont intéressés au smartphone, à la Fitbit, à un bracelet Nike. Donc là, c'est pareil, il y en a une grande variabilité. Ici, les patients, c'était hyper standardisé, ils devaient marcher 500 pas. 500 pas sur un tapis, on leur met un dispositif et puis on regarde combien compte de pas le dispositif. Donc, vous voyez, globalement, si vous avez une Fitbit, ça, c'est pas trop mal. Encore faut-il bien choisir parce que du coup, vous voyez, la Flex, elle est pas terrible. Il y a une grande variabilité dans le comptage, alors que la One, elle est assez précise. Bon, si vous avez des iPhones, vous voyez que c'est assez imprécis. Le Galaxy S4, c'est pareil, hein, c'est assez imprécis. Pourtant, c'est quelque chose de bien standardisé. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un problème au niveau de la mesure. Il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'activité professionnelle aussi des gens. Vous voyez, par exemple, si vous êtes cadre de santé, on voit déjà que 25% des cadres de santé ne font pas d'activité physique et 50% des cadres sont relativement sédentaires au travail. Ils ont un temps à être assis dans la journée qui est vraiment très important. Si on regarde les soignants, donc nous, par exemple, on voit qu'ici, c'est pareil. 25% à peu près de la population n'est pas active physiquement. Par contre, on voit que le temps à être assis au travail est un petit peu moins important. Mais il y a certaines professions où ça pose vraiment problème, comme par exemple les gens qui travaillent dans les transports. Vous voyez que ces gens-là, pardon, non seulement ils sont pas actifs, 50% n'est pas actif en dehors de leur travail, et 50% du coup ont un temps de sédentarité très très important au travail. Donc vous voyez que finalement, la mesure, elle n'est pas forcément fiable. Quand vous passez beaucoup de temps à votre travail et que vous avez un travail relativement sédentaire, c'est difficile d'augmenter le nombre de pas en dehors du travail. Et il y a un autre facteur qui rentre en compte, effectivement, c'est le genre.
Et donc le genre, on sait que les hommes, alors je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas vraiment l'expliquer, mais on sait que les hommes, effectivement, comme l'a dit Grégory, on a tendance à marcher plus que les femmes. Donc on voit qu'effectivement, vers 20-30 ans, on a un regain du nombre de pas dans notre vie, puis après, petit à petit, ce nombre de pas décroît en fonction de l'âge. Et vous, mesdames, vous partez déjà avec quasiment l'équivalent de 2000 pas de différence. Alors, bien évidemment, ce phénomène s'aggrave aussi en fonction du poids. Alors, on voit qu'il y a un regain du nombre de pas lorsqu'on a entre 18 et 25 ans, et après, ce nombre de pas redécroît. Donc, plus vous êtes obèse, malheureusement, plus vous avez aussi de risques de marcher beaucoup moins. Alors, est-ce que c'est grave de marcher moins? Ou alors faut-il vraiment faire 10 000 pas comme Grégory le préconise? Eh ben, on va essayer de répondre à cette question et on va utiliser les mêmes graphiques que Grégory. On va jouer à la politique. À la politique, ils utilisent les mêmes chiffres, mais ils les interprètent différemment. Et donc, il a raison, Grégory, sur un point, c'est que 10 000 pas, c'est ce qu'il y a de mieux dans le meilleur des mondes. Mais si vous n'êtes pas capable de faire 10 000 pas, si en fait vous êtes finalement comme la plupart des gens dans la population, c'est-à-dire la plupart des gens ne marchent pas 10 000 pas par jour, eh ben vous voyez, c'est pas si grave. Parce que si vous avez moins de 60 ans, que vous atteignez au moins 8 000 pas, vous avez une diminution déjà de 50% de risque de mortalité précoce. Donc déjà, 8 000 pas à moins de 60 ans, c'est déjà intéressant. Donc cherchez pas à être au top, cherchez à être un petit peu meilleur et essayez de vous rapprocher déjà de 8 000 pas. Si vous avez plus de 60 ans, vous voyez qu'ici, le cut-off, vraiment la grande tangente, c'est 6 500 pas. Si vous atteignez déjà 6 500 pas à plus de 60 ans, vous avez déjà une diminution de 50% de la mortalité précoce. Et déjà, ça, c'est pas mal. C'est beaucoup plus simple d'atteindre 6 500 pas que 10 000 pas. Et si on continue de dire qu'il faut faire 10 000 pas, le risque, c'est qu'on va décourager des gens et on va avoir des gens qui vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Alors, je vous donne un autre argument, une autre étude. Ici, on a 4 840 patients qui ont été inclus, un suivi sur 10 ans. Les patients avaient un actimètre pendant 7 jours au poignet et le temps de mesure, c'était 14 heures par jour. Et vous retrouvez ce cut-off de 6 000 pas. Alors, effectivement, Grégory va le dire, 10 000, c'est mieux. Mais vous voyez que déjà, à 6 000, c'est là où vous avez la diminution la plus importante du risque de mortalité précoce. Puisque là, du coup, si vous faites 6 000 pas par jour, excusez-moi, vous diminuez de 50 morts précoces pour 1000. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, vous passez de 80 à 30. Donc il y a déjà une chute très importante si vous avez plus de 65 ans. Si vous avez entre 50 et 65 ans, c'est pareil, vous avez une chute très importante. Vous sauvez 30 personnes sur 1000. Donc déjà, 6 000 pas, c'est un bon cap. Qu'en est-il maintenant des patients? Alors, je trouve cette étude très intéressante parce que quand on s'intéresse au réentraînement à l'effort, on se dit souvent, le réentraînement à l'effort, on n'est pas si bon que ça parce qu'on améliore la capacité fonctionnelle des patients, mais finalement, ils font pas plus de choses chez eux. Et c'est vrai, la plupart des études montrent que les patients ne sont pas beaucoup plus actifs chez eux. Est-ce que ça veut dire que c'est un échec pour autant? Eh ben non. Cette étude, elle a montré que le plus important, c'est pas forcément ce que font les patients chez eux. Le plus important, c'est ce qu'ils sont encore capables de le faire. Donc, c'est une étude qui s'est intéressée au can-do. Donc, est-ce qu'ils sont capables de faire? Et do-do. Est-ce qu'ils le font? D'accord? Est-ce qu'ils passent de être capables à faire plus chez soi? Vous voyez que les gens qui sont capables de faire, c'est-à-dire qui marchent plus de 400 mètres au test de marche de 6 minutes et qui font plus de 4000 pas par jour. Donc, vous voyez ici, le cut-off, c'est 4000 pour les insuffisants respiratoires. Le pronostic vital, sur 72 mois, il est plutôt bon. Si les gens sont capables, mais qui sont sédentaires à la maison, eh ben, vous voyez, ça change pas grand-chose finalement au pronostic vital. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont capables, ça les sauve. Même s'ils font pas, eh ben, ça les sauve. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenir leur capacité à pouvoir faire les choses. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait avec la réhabilitation sur le long terme. Par contre, vous voyez que dès que les patients perdent leur capacité de faire, bah là, ça dégringole. Bon, chez les femmes, c'était un petit peu chez les femmes, c'était pas si vrai que ça. Chez les femmes, l'idée, c'est qu'il faut quand même essayer d'augmenter le nombre de pas par jour. Ça marche quand même mieux. Si elles sont sédentaires à la maison, c'est pas forcément si bien que ça. Si elles augmentent leur nombre de pas chez les femmes insuffisantes respiratoires, c'est un peu mieux. Alors probablement parce que les femmes déjà marchent moins
dans la vie de tous les jours. Donc peut-être que c'est pour ça que si on leur fait gagner un nombre de pas supplémentaires, ça a le meilleur bénéfice. Quel message, du coup, à essayer de garder? Donc, le nombre de pas, c'est dépendant de beaucoup de facteurs. Vous avez vu, est-ce que les patients, le fait d'être conscients qu'ils participent à une étude, est-ce que ça exagère le nombre de pas, ce qui va exagérer la conclusion de l'étude? Est-ce que, du coup, l'outil qui mesure le nombre de pas est fiable? Le seuil de 10 000 pas, il peut être très difficile à atteindre et décourager beaucoup de personnes. Vous avez vu que la majorité des gens, déjà, n'atteignent pas ces 10 000 pas. Le nombre de pas n'est pas forcément le miroir de l'activité physique ou de la condition physique. Donc, même si vous marchez pas beaucoup, peut-être que vous faites d'autres activités sans votre téléphone, sans votre montre qui note le nombre de pas. Ça peut être du vélo, ça peut être du stepper, ça peut être n'importe quoi. Et ça va pas forcément vous compter les pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas le nombre de pas qui est important, c'est le nombre de minutes à bouger. Et chaque minute à bouger, c'est ce que je dis à mes patients, c'est des points de vie de gagné. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, Grégory et moi serons ravis d'y répondre. Merci Guillaume, merci Grégory, c'était excellent. En fait, vous avez tous les deux montré les grosses études là, hein, elles viennent finalement, elles sont assez récentes, les JAMA et les Nature. Et la question que je me suis posée un petit peu en vous entendant, c'est que cette règle des 10 000 pas, elle est vraiment beaucoup plus ancienne que ces études-là. Du coup, en fait, finalement, d'où ça vient? Ça vient simplement du moyen mnémotechnique. Ok, 10 000 pas, en fait, c'est facile à retenir, où il y avait quand même des substrats déjà, des études qui montraient que on avait ces points d'inflexion, mais que vous n'avez pas montré parce que vous avez préféré montrer les plus récentes qui sont sur le plus grande cohorte. Il y a des études qui sont plus anciennes, hein. On a montré les. Alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment eu un engouement ces dernières années. On voit à partir de 2020 beaucoup de très grosses méta-analyses sortir en fait de données individuelles. Mais bien évidemment, ces méta-analyses prennent des études qui sont plus anciennes, hein. Là, c'est surtout des études enfin des grosses méta-analyses qu'on a pris, c'est pour ça. Mais oui, oui. Ok. Et puis les études sont pas faites. Enfin là, on a utilisé l'argument pour les 10 000 pas puisque c'était la question, mais les études ne disent pas qu'il faut faire 10 000 pas. Elles évaluent plutôt là on sort un peu du pour ou contre, elles évaluent plutôt l'effet dose. Ouais, c'est ça. L'effet dose. L'effet dose, l'intensité, c'est-à-dire le nombre de pas par minute, ce genre. Voilà, et donc en fait, nous, on a utilisé l'argument et on a tracé nos lignes à 10 000 pas, mais les études ne disent pas qu'il faut faire 10 000 pas. Elles disent que, en effet, plutôt comme dit Guillaume, je crois qu'il faut être juste et vers 6 000, 6 500, 7 000. Je me souviens d'un papier qui disait que c'est au-delà de 7 500 que ça change la santé. Après, c'est toujours la même chose, ça dépend comment on regarde, mais donc je pense qu'en fait, le 10 000 pas n'a pas de sens, outre le fait que c'est simple, que quand même ça repose sur ce truc purement marketing qui était le nom du podomètre, et ça, c'était pas une blague. Enfin, le reste n'était pas une blague non plus, mais je veux dire, c'est de là que ça vient, hein, c'est sûr que c'est de là que ça vient, et puis ça a été un peu détourné, mais en fait, c'est plutôt de dire il faut marcher le plus possible, en tout cas par rapport à ce que la population fait, on ne fait pas assez, donc le plus possible, et puis si c'est 7005 pour quelqu'un qui en faisait 5000, c'est sûrement meilleur que celui qui en fait 9005 ou le 9000 par exemple. Tu as quand même dit que les 10 000 étaient aussi véhiculés par l'OMS qui analyse ces études-là et qui, j'imagine, fait ce travail. Ok, le point d'inflexion, c'est plus ou moins autour de 10 000. Non, c'est pas ça que tu disais. Tu disais pas que l'OMS, en tout cas 10 000 pas, c'était ce qui était recommandé. Non, l'OMS parle pas de, enfin, peut-être que sur des sites de l'OMS, on peut trouver ça, mais là, la recommandation, c'est purement en termes de minutes. C'est juste, oui. Ce que j'ai voulu dire, enfin, utiliser comme argument, mais c'est pas tout à fait honnête, mais bon, c'était le but du jeu, c'est que, en fait, si on regarde, quand on fait des petits packages de 30 minutes, ça, c'est en effet plutôt quelque chose qui est recommandé. En fait, 30 minutes par jour, ça correspond globalement à 10 000 pas pour quelqu'un qui a une foulée, on va dire, normale. Alors, Guillaume, qui fait des tout petits pas, lui, il va en faire plein en une demi-heure, mais... Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est dépendant de plein de facteurs. Par exemple, si tu cours, tu as tendance finalement à faire moins de pas parce que les pas sont plus grands. Donc, par exemple, 10 km en course à pied, ça fait effectivement à peu près 10 000 pas parce qu'un pas fait à peu près 1 mètre. Mais par contre, si tu marches 10 000 pas, on est plus aux alentours de 7 km, je pense.
Donc ça dépend en fait quel type d'activité on fait. Pour un même nombre de pas, en fait, finalement, l'activité n'est quand même pas la même. Tout à fait. Je regarde, je profite, je continue. Du coup, ces études-là que vous avez montrées, du coup, je vais plutôt parler d'études dose-effet. Elles mesurent la mortalité sur une fenêtre de combien de temps? C'est 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ouais, souvent c'est entre 7 et 15 ans, enfin grosso modo. Hein. Alors, dis-moi, Greg, si je Oui, me oui, on trompe, tourne mais toujours vers 10 ans. Enfin, on ouais. n'est pas sur plus que, je sais même pas s'il y en a une sur 20 ans. Mais ce qui est problématique d'ailleurs, parce que du coup, chez les sujets jeunes, en fait, on ne sait pas du tout quand on regarde Oui, les études. c'est ça que On j'allais a des, dire. des variabilités importantes. C'était extrêmement imprécis avec des Ouais, intervalles de confiance très grands. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de recul. Quand tu prends un sujet de 30 ans, heureusement, il n'y a pas beaucoup de problèmes cardiovasculaires 10 ans plus tard. c'est ça. Parce on pourrait la question que je me pose en filigrane, c'est est-ce qu'il y a une sorte de mémoire de ces 10 000 pas? Par exemple, donc là, je suis jeune. Je me dis, ok, en fait, c'est trop imprécis. En fait, on ne sait pas vraiment conclure sur quelqu'un de mon âge. Et Non. on voit surtout que c'est à partir de 45, 50 ans où on commence Même à à avoir partir de effectivement. 60 ans, je pense qu'on commence Oui, vraiment tout à fait. Et en fait, du 60 coup, ans. est-ce qu'on peut avoir en tout cas un indice, pas une réponse ferme et définitive, mais un indice sur une sorte de mémoire, c'est-à-dire est-ce que je peux me dire, bon, en fait, je vais commencer à m'y mettre à faire ces 10 000 pas à partir de 45, 50 ans, puisque en fait, avant, peut-être que si ça se trouve, ça n'a aucun intérêt et que en fait, si je l'ai fait ou pas avant les 50 ans, ça n'a aucun intérêt. C'est à partir de 50 ans que ça commence à compter. C'est compliqué, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les données pour. Enfin, sauf, dis-moi, un Greg, si je me trompe, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de répondre à ce genre de questions. On ferait des cohortes avec des suivis extrêmement longs. Et je pense qu'il faudrait être sûr aussi que les gens ne savent pas qu'ils participent à une étude, genre vraiment des données sur mobile, vraiment comme ils avaient fait comme dans Nature. Je pense que ça, c'est bien. Je pense que ça influence beaucoup quand tu dis à quelqu'un, voilà, je vais mesurer votre nombre de pas et puis après, je vais vous suivre sur 10 ans, voir ce que vous devenez. Ben, on sait que la personne avait été mesurée sur 7 jours. Je pense qu'inconsciemment, on a tendance à beaucoup plus marcher et je pense que ça influence énormément après la Hmm. conclusion parce qu'on va dire, ouais, il a marché 10 000 pas, mais en fait, il a peut-être marché 10 000 pas sur une semaine et puis les autres, en fait, pas. Et puis C'est ça. finalement, 10 ans plus tard, on va dire, bah, lui, il a beaucoup marché cette semaine-là. Vous voyez, il n'a pas fait de problème cardiovasculaire. Et ça, c'est un gros problème. Donc, je pense qu'il faut prendre des données mobiles, un peu le principe du big data, quoi, et puis bah, voir ce qui se passe dans 50 ans. C'est ça. Et là, tu viens du coup de soulever un point. Pardon, tu voulais réagir, Greg? Ouais, je pense que sans être pessimiste, on n'aura sans doute jamais cette réponse-là. En tout cas, moi, c'est sûr que je l'aurai jamais. Vous êtes un peu plus jeune, donc vous avez un peu plus de chances de l'avoir, mais je suis même pas sûr. Parce qu'en fait, si on prend ces études avec des tranches d'âge, on va dire globalement moins de 40, 40, 60, plus de 60, ben moi, je suis dans la tranche d'âge 40-60. J'ai jamais entendu parler du nombre de pas il y a plus de 10 ans. Après, peut-être, comme tu disais, il y a une espèce de mémoire. On peut imaginer que certains soient plus actifs que d'autres. Ça, c'est la vie. Mais par contre, votre génération, ben, vous êtes un peu la génération baignée dans ces 10 000 pas, contrairement à la génération plus de 60 Oui. ans qui, eux, on leur a même sans doute jamais parlé d'activité physique quand ils avaient votre âge. Et donc, en fait, c'est difficile, enfin, ça n'a même pas beaucoup de sens, je pense, de comparer des plus de 60 et des moins de 40, parce qu'il y a le passé, parce qu'il y a des Mhm. messages très différents, et Les puis parce changements de qu'il y politique. a tout le reste, hein, il y a tout le reste. Nos parents, on leur a pas parlé de 10 000 pas, mais ils n'avaient pas l'occasion de boire des sodas à tout bout de champ, d'avoir une hygiène de vie comme Ouais, elle c'est est ça. maintenant. Là, je rejoins tout à fait Guillaume sur l'histoire des données et je pense pas que tu as mentionné ça, mais en fait, peut-être le message le plus intéressant de ce papier là dans Nature, c'était de voir que, enfin, je pense que c'est celui-là dont tu parlais, où ça, c'est vraiment des données, je sais même pas comment ils ont pu faire ça, mais entre guillemets volées, et on voit que le nombre de pas au niveau national est très fort lié au BMI national. Et quand même, Mm. ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus quelque chose de global, à mon avis, que vraiment Ouais, individuel. tout à fait. En tout cas, les conclusions qu'on peut avoir. Je crois Ouais. qu'il faut être un peu prudent au niveau individuel.
Bien sûr. Et du coup, j'ai une question qui a émergé quand Guillaume a un petit peu argumenté. C'est pas une question en fait, mais je pense que c'est important de le préciser, c'est que les grosses études de cohorte là que vous avez démontrées, effectivement, c'est en général on mesure, vous me confirmez ou infirmez si je me trompe, mesure ce qui se passe sur 7 jours en activité physique et puis il regarde le devenir du patient sur 10 ans. Mm, Donc en fait, ça capte pas du tout la variabilité de ce qui peut se passer à titre individuel pour chaque sujet. C'est juste, hein? Ouais, c'est ça. Ok. Ni la variabilité individuelle, ni la variabilité non plus temporelle, hein, parce que c'est des Tout à moyennes. fait. Et puis peut-être que, comme disait Guillaume, sûrement quand on mesure, quand on est dans l'étude, on est plus conscient et motivé. Il suffit de regarder autour de nous. Alors maintenant, c'est devenu très courant, mais moi je me souviens que quand les gens, pour la première fois, un moyen de compter leurs pas avec les montres, on parlait que de ça pendant 5-6 jours, 10 jours, et puis après, je ne sais pas si ça s'estompe ou pas, peu importe, mais en tout cas, je pense que le message scientifique, il est très différent du message journalier. Oui, bien sûr. Il y a toujours pas de questions, donc j'en profite pour peut-être en poser une dernière. Grégory, quand tu montrais donc l'effet dose, effet de l'activité physique, enfin des 10 000 pas, des pas en général sur la mortalité. Après, tu as montré différents graphes qui détaillaient en fonction du sexe et en fonction du coup de l'ethnie. Et alors, ce qui était intéressant, ou en tout cas ce qui était questionnant, c'est que en fonction du sexe, si tu étais de sexe féminin, eh bien en fait, on voyait que tu avais une augmentation finalement, une tendance à l'augmentation de la mortalité après un certain nombre de pas, alors que tu trouvais pas ça chez l'homme. Est-ce que c'est quelque chose qui s'explique, qui se définit ou pas trop? Oui, tout à fait. Donc, et en effet, on voyait bien sur le graphique une augmentation à partir des 10 000 pas, donc comme si c'était un peu péjoratif. Je ne sais plus s'ils avaient émis une hypothèse. Il faut être juste que dans une autre étude, on n'a pas ce rebond, ou en tout cas cette situation pire au-delà de 10 000. Je ne sais pas si Guillaume a une meilleure. En fait, quand on regarde les intervalles de confiance, ils deviennent de plus en plus grands, qui montrent bien l'incertitude. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de personnes. Ils ont tellement peu de personnes, en fait, que après, ça donne Oui, des données qui sont plus du tout analysables, en fait. On a vraiment, en fait, on voit bien, ça fait des J-curves, clac, enfin, une espèce de petite J-curve avec des intervalles qui deviennent vraiment après de plus en plus grands. oui, c'est ça. Ouais. Donc en fait, c'est plus par manque de participants. Il y a beaucoup de participants qui vont être aux alentours de 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. Et après, plus on va vers les 10 000 et plus, en fait, moins il y a de participants. C'est pour ça que des fois, on a un effet plateau, ou des fois, on a un effet rebond où effectivement, ça, on a même l'impression que mais souvent les auteurs le disent, hein, que c'est plus par manque d'événements à analyser. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Je remercie encore pour les participants de leur présence et je remercie encore Grégory Rechler et Guillaume Prieur pour leur intervention et leur belle analyse de la littérature. À bientôt tout le monde pour de Merci prochaines beaucoup. aventures KR.